Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Aujourd'hui, notre thème, ce sera les personnages féminins inspirants. Alors, j'ai beaucoup de titres à vous présenter avec des filles et des femmes qui ont vraiment de très belles qualités, de belles aptitudes. Oui, éventuellement, je vais sûrement faire un spécial avec des personnages masculins qui ne cantonnent pas les genres dans des stéréotypes. C'est mon but ici, de vous faire découvrir de belles nouveautés en librairie. Alors, qu'est-ce que c'est le podcast Accro à la littérature jeunesse pour les nouveaux et les nouvelles? C'est un podcast qui est entièrement consacré à cette belle littérature jeunesse, mais c'est pour vous, parents, afin que vous trouviez le bon livre pour votre enfant. Bienvenue également à tous les professionnels de l'éducation. Je m'appelle Pascal, je suis enseignante de formation, je suis également la créatrice d'un autre blog de maman et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros! Alors, j'ai beaucoup d'albums à vous présenter, puis à la fin, je vais terminer avec un roman à gros caractères qui présente 3 personnages féminins inspirants. Donc, je vais essayer toujours de vous situer quant au public cible, quant à l'âge ciblé, mais comme je vous dis habituellement, c'est très difficile pour moi parce que un livre peut être exploité en bas âge, mais il peut être aussi utilisé avec des enfants plus vieux d'âge primaire, mais pour des raisons différentes. Je vais débuter avec les contes de Sophie. Les contes de Sophie de Devon Holsworth, de la magie dans chaque livre. C'est aux éditions scolastiques. J'ai beaucoup aimé l'univers des illustrations. On est dans des couleurs chaudes. Et puis Sophie, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite fille? Eh bien, c'est qu'elle voyage dans le monde des livres qu'elle lit. Donc, elle ne veut pas aller se coucher, elle a du tempérament, évidemment. Elle veut toujours lire une dernière histoire. Non seulement elle demande à sa mère de lui en lire une autre, encore une autre et encore une autre. On connaît ça, hein? Et elle fait ce petit manège-là là, assez longtemps avant d'aller se coucher. Puis, dès que la lumière est fermée, elle n'obéit pas tout de suite. Elle continue de faire de la lecture avec sa lampe de poche et tout, jusqu'à ce que son père ensuite vienne l'avertir. Puis, ce que j'aime, c'est que oui, là, c'est un personnage féminin qui est inspirant, mais si vous voulez parler des grands classiques ou des livres dans les livres, quand on parle de livres dans les livres, c'est tout indiqué pour ça parce que avec les illustrations, lorsqu'elle voyage dans ses livres, parce que à chaque fois qu'elle lit, on le présente dans les illustrations comme un voyage, elle devient un personnage de l'histoire. Bien, vous allez pouvoir deviner de quel conte classique il s'agit, même si ce n'est pas dit dans le texte. À cause de l'univers, des éléments qu'elle mentionne, c'est tout court quand elle fait ça. Mais en un coup d'œil, on a une idée de l'univers dans lequel elle est plongée. Donc, c'est la lecture comme voyage, la lecture comme moyen de s'imaginer, c'est la lecture également comme moyen d'évasion. C'est tout ça là, qu'on est appelé à voir dans les contes de Sophie. Puis, ce que j'aime, c'est qu'à la fin, la maman, elle a hâte d'aller se coucher elle aussi, non seulement parce qu'elle est fatiguée, mais pas seulement pour ça, parce qu'elle aussi, elle veut aller lire. Donc, ce sont des filles et des femmes qui lisent dans cette histoire et qui se donnent ce plaisir de lire. Puis, le livre qu'elle lit à la fin, elle est plongée dans un monde un peu scientifique. C'est elle qui devient le personnage, la maman. Donc, elle est en Arctique, il fait froid, il y a des pingouins, des manchots. Bref, j'ai toujours la difficulté à faire la différence entre les deux. Mais donc, elle est une scientifique qui fait des expériences dans le Grand Nord. Dans le Nord, alors là, à la fin, il y a une chute intéressante, c'est qu'il y a un petit pingouin qui vient lui demander de lire une autre histoire. Donc là, c'est le monde réel là, qui fait irruption dans le monde imaginaire, en fait, parce que c'est un petit peu ce processus-là qu'on voit dans ce livre-là. Donc c'est encore Sophie qui vient lui demander une dernière histoire, mais ce n'est pas dit. Votre enfant va deviner que c'est Sophie parce que c'est un petit pingouin dans l'histoire qui est habillé comme elle et qui vient lui réclamer son dû.
J'ai un autre merveilleux titre ici, Salma et les saveurs de la série de Dany Ramadan et Anna Bron aux éditions scolastiques toujours. C'est un livre qui est soutenu par Amnesty International, donc Salma et les saveurs de la série. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, ce livre-là, il m'a énormément touchée, émue. C'est une petite fille qui fait preuve d'une très grande résilience. Hein. C'est une réfugiée. Elle est avec sa mère dans un centre d'accueil pour réfugiés à Vancouver, au Canada. Donc, on comprend que ça ne fait pas tellement longtemps qu'elle est arrivée parce qu'elle ne maîtrise pas encore très bien l'anglais. Donc, dans le centre d'accueil, il y a des Canadiens qui y travaillent et qui tentent de l'aider à se familiariser avec son pays d'accueil. Mais elle se rend compte que sa mère ne sourit plus, qu'elle est triste, hein, la mère de Salma. Puis elle se rappelle que dans le camp de réfugiés, elle souriait, elle riait avec des amis lorsqu'elle était encore en Syrie. Et là, elle va se questionner, hein, elle va se donner la mission de redonner le sourire à sa maman. Donc, elle fait preuve d'une grande force de caractère et de résilience. Puis, elle fait le lien en faisant des dessins. L'animatrice au foyer d'accueil lui fait faire un dessin pour essayer de creuser son émotion, comprendre pourquoi sa maman elle est triste, qu'est-ce qui lui manque de la Syrie. Et elle comprend que ce qui lui manque, c'est la nourriture syrienne, entre autres. Hein, il doit sûrement y avoir d'autres choses qui lui manquent. Alors, elle va essayer de lui préparer un plat syrien, typiquement syrien avec des pois chiches, des épices de là-bas, de l'huile d'olive. Il y a une épice qu'elle n'arrive pas à trouver. Hein. Il y a même une accompagnatrice qui va avec elle à l'épicerie. Elle achète ça avec son propre argent. Puis, elle est un peu fâchée. Elle exprime sa colère parce que finalement, elle n'a pas l'huile d'olive pour le réaliser. Elle échappe la bouteille. Mais tout le monde réussit là, à se mettre ensemble pour mener à bien cette mission-là. Puis le soir, sa maman a son plat syrien devant elle. Et comme ça cogne à la porte, ce sont les animateurs et les autres réfugiés qui viennent d'ailleurs, pas nécessairement de la Syrie, qui sont au même foyer d'accueil, qui viennent apporter la bouteille d'huile d'olive. Donc, on a un bel esprit de communauté, malgré la barrière de la langue. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai trouvé justement que Salma, elle avait une plus grande résilience que sa maman, puis c'est dit sans reproche, là. On le voit dans les dures expériences de la vie, dans les dures épreuves, on dirait que les enfants ont plus de résilience que les adultes. Probablement parce qu'ils n'ont pas le même bagage émotionnel et d'expérience. Peut-être que l'enfant est fondamentalement résilient, aussi une plus grande capacité d'adaptation que l'adulte. Hein. Je pense que scientifiquement, il doit y avoir des études qui le prouvent parce que c'est ce qu'on entend souvent dans les médias, ne serait-ce qu'au niveau de la pandémie. Hein. Ça a été quelque chose qu'on a entendu beaucoup. Puis ça m'a touchée parce que je me dis, ils se sont sauvés d'un pays en guerre. Mais sa maman, même une fois arrivée, elle n'est pas heureuse. Il faut dire que le papa est encore en Syrie, elle est séparée de son conjoint, du père de sa fille. On sait qu'il va venir les rejoindre. Mais même quand on vient d'un pays qui est en guerre, c'est notre chez nous. Donc c'est ce qu'on connaît. Alors, ça m'a fait voir un côté auquel je ne pensais pas, moi, que même si le pays il est en guerre et qu'on vit des choses très dures là-bas, ça reste notre maison, ça reste chez nous et ça va nous manquer une fois arrivé au Canada, au Québec ou dans un autre pays d'accueil. Puis, je dois dire que ça m'a ouvert les yeux, cette lecture-là, à ce niveau-là, parce que c'est un aspect là, auquel je ne faisais pas nécessairement attention avant. Je poursuis avec une autre belle collection. J'ai deux, là ce sont des livres qui n'appartiennent pas nécessairement à une collection que je vous ai présentée, mais j'ai deux séries à vous présenter. La première étant Biographie en images aux éditions scolastiques. C'est Voici Mary Ann Shadd de Elizabeth McLeod et de Mike Dees. Biographie en images, je vous les ai présentées à Noël. Sur Instagram parce que je trouvais que c'était un super cadeau. Si vous voulez également souligner la journée internationale des droits des femmes ou tout simplement parler de personnages féminins inspirants,
C'est une collection qui est parfaite, je trouve, pour les 7 ans et plus. Les autres livres que je vous ai nommés, là, vous pouvez commencer dès 3 ans, mais celle-là, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations, pas trop, là, mais quand même des faits intéressants. Il y a beaucoup de chair autour de l'os par rapport à la vie de la personne inspirante. Il y a autant des hommes que des femmes. Donc, c'est pour ça que je vous le conseille là, plus là, pour les 7-8 ans et plus, même 8 ans, là, bien sentis, lorsqu'on a des lecteurs là, qui peuvent lire par eux-mêmes aussi, même si vous pouvez faire la lecture aussi. Alors, Mary Ann Shadd, elle est née en 1823 et non seulement elle a lutté pour le droit des Noirs, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais elle a lutté pour le droit des femmes. Parce que même, on pense pas à ça, là, quand on pense à la lutte pour l'abolition de l'esclavage, mais même dans la communauté noire, elle voulait faire des discours, elle voulait faire entendre sa voix, puis les hommes n'étaient pas nécessairement réceptifs à ça, n'étaient pas ouverts à ce qu'une femme s'exprime, même si c'était pour défendre leurs droits. Alors j'ai trouvé que c'était un point de vue vraiment intéressant que cette vie de Mary Ann Shadd. Puis donc c'est ça, elle a ouvert une école, hein, parce qu'elle est allée vivre après ça au Canada parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans la région à l'époque où l'esclavage avait déjà été aboli, mais il y avait encore de la ségrégation raciale quand même, là. Donc, elle a ouvert une école et elle acceptait les enfants noirs, mais les enfants blancs aussi. Donc, elle disait pour réduire à néant la discrimination raciale, il faut se mélanger. Il faut montrer qu'on est pareil au fond. Donc, j'ai trouvé ça super. Puis, les gens ne voulaient pas publier ce qu'elle avait à dire. Elle leur a dit, bon, vous voulez pas publier? Moi, je vais partir mon propre journal. Donc, elle a fondé son propre journal. Elle a même étudié le droit. Tu sais, elle était toujours la première femme du Canada, là, soit finalement à recevoir un diplôme de droit ou à s'exprimer ouvertement, tu sais, donc à publier dans un journal. Alors, c'est une femme de beaucoup de premières fois, hein, donc elle a ouvert la voie à beaucoup d'autres. Alors, c'est pour ça que je vous propose Mary Ann Shadd. Elle est un petit peu moins connue, là. Ben, du moins, moi, je la connaissais pas en ce qui concerne la lutte contre la ségrégation raciale. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de la découvrir. Alors, toujours dans cette idée de femmes modèles, de femmes inspirantes qui ont lutté pour nos droits, je vous présente Mary Anning dans la collection De petite à grande. Alors là, je vous ai présenté la collection Biographie en images de Scholastique, mais une autre de mes collections chouchou, c'est De petite à grande aux éditions La Courte Échelle. Vous avez aussi De petit à grand, soit dit en passant, dont je vais sûrement vous parler dans un autre podcast. C'est un album qui a été créé par Marie-Isabelle Sanchez-Vegara et Poppy Matigo. Mary Anning, je ne la connaissais pas. C'est la mère de la paléontologie. Donc, c'est vraiment original. J'ai été fascinée. Elle a découvert des ossements de dinosaures dans son petit village au bord de la mer en Angleterre. Elle est considérée comme l'une des 10 plus grandes scientifiques britanniques de l'histoire. Parce que lorsqu'elle était petite, non seulement elle aidait son père à trouver des coquillages et des ossements à vendre aux touristes là, qui venaient sur la plage et tout, les riches touristes. Sa famille était très pauvre, elle n'a pas beaucoup fréquenté l'école. Mais par la suite, à cause de ça, de cette fascination pour ce qu'elle trouvait sur la plage et son petit commerce là, de coquillages, il y a une femme de la haute société qui lui a offert une encyclopédie. En fait, un livre sur la géologie et elle s'est éduquée elle-même. Elle n'a pas fréquenté l'école très longtemps, mais elle est allée chercher elle-même ses connaissances parce qu'elle était passionnée. Donc, c'est un exemple de passion extraordinaire. Et les grands scientifiques, par la suite, l'appelaient pour discuter avec elle. Évidemment, ils ont écrit des articles, des livres sur
les dinosaures et ses découvertes, mais ils ne l'ont pas toujours cité. Hein, ils se sont appropriés ces découvertes. Par la suite, là, ça a changé un petit peu. Là, ils lui ont accordé une rente pour continuer ses travaux. Mais là, on parle d'une fille, d'une femme là, qui est née là, autour de 1800. Donc, c'est 20 ans avant Mary Ann Shadd dont je vous ai parlé, là, à 20 ans après. Alors, c'est ça, c'est très intéressant. Puis, si vous êtes passionné de dinosaures, tu sais, souvent c'est une passion en plus qu'on associe aux garçons. Alors là, non seulement on a une femme qui fait son chemin dans le domaine scientifique, dont aussi le travail a été reconnu par la suite, mais on a une femme qui s'intéresse à un sujet qui, d'ordinaire, là, est comme associé au masculin. Donc, c'est pour ça que je l'ai trouvé ça... parce que c'est complètement faux de dire que les dinosaures, c'est un sujet qui, dans le fond, qui correspond plus aux petits garçons, là, parce que ma fille adore les dinosaures. Tous les enfants que j'ai eu en face de moi à l'école primaire, parce que quand j'étais enseignante, raffolaient des dinosaures. C'est un thème qui prend avec un enfant, point, non avec un gars ou avec une fille. Alors, j'ai trouvé ça intéressant pour ces deux angles-là. Voilà, il m'en reste deux, mes chers accros, il m'en reste deux à vous présenter. Alors, j'ai entre les mains Rosemonde, tu parles d'un prénom de Didier Lévy et Ronan Badel aux éditions Albin Michel Jeunesse. Rosemonde, c'est une petite série, c'est rigolo, c'est une petite fille qui n'a pas froid aux yeux, qui s'exprime, qui n'a pas peur de s'affirmer, c'est dans l'humour un peu, donc c'est souvent un personnage intéressant, et elle a un petit chien qui s'appelle Charlus. Donc Charlus, c'est un peu la voix là, du parent qui lui répond, c'est un personnage sans âge, le chien, hein, c'est pour lui donner la réplique dans ses réflexions un peu drôles, loufoques. Donc, Rosemonde, tu parles d'un nom, cette fois-ci, elle veut changer de nom. Elle n'aime pas son nom. Elle dit, tu parles d'un prénom, ça fait mémère. Donc, pourquoi mes parents m'ont appelé comme ça? Donc, les enfants ont tous un petit peu cette phase-là, là, re-questionner leur prénom. Pourquoi je m'appelle comme ça? J'aurais préféré m'appeler comme ça. En tout cas, ça arrive souvent. Je sais que ma fille est passée par là aussi. Puis, là, finalement, elle reçoit un colis à la journée même qu'elle veut changer de nom. Puis, c'est écrit Rosemonde sur le colis. Donc, Charlus, son chien, lui dit « Bon, mais tu peux pas l'ouvrir parce qu'aujourd'hui, tu as dit que tu ne t'appellerais plus jamais Rosemonde. Hein? Tu es dans le déni, tu refuses ton identité, ton prénom. Alors, le colis est adressé à Rosemonde, tu n'es plus Rosemonde, tu peux pas l'ouvrir. » Donc, c'est un petit peu dans l'humour là qui va l'aider à cheminer dans ça, dans son refus et sa petite colère, quand je vous disais là, que c'est un petit peu la voix bienveillante du parent. Puis elle dit « Non, je veux tellement pas l'avoir, ce colis-là, je vais aller le rapporter au bureau de poste. » Puis là, en chemin, elle se demande, elle dit « Qu'est-ce que ça peut bien être, c'est de grand-maman en plus. » Puis elle finit par ouvrir son colis, puis c'est deux petits bols, hein, des bols bretons. Je suis allée en Bretagne, puis moi, j'en ai acheté de ces bols-là, sont bleus et blancs, et il y a le prénom de la personne, on peut les personnaliser. Alors, elle a son prénom, puis le prénom de son chien. Donc, vous vous doutez bien que là, elle veut se rappeler Rosemonde, puis là, il y a un petit clin d'œil à la fin. Et là, il dit « Est-ce que tu veux toujours plus t'appeler Rosemonde? » Puis elle dit « Ben, je pourrais m'appeler Rosemonde parfois. » Hein, parce qu'elle a obstiné un petit peu Charlus, puis Charlus aussi voulait changer de nom, puis elle dit, voyons, c'est complètement ridicule, tu t'appelles Charlus tout court. Donc, ils ont fait un jeu de mots, après ça, elle a dit, moi, je m'appelle Rosemonde parfois. Alors, c'était drôle, j'ai trouvé ça intéressant comme série, j'ai très hâte de découvrir les autres. Ma fille a beaucoup aimé cette lecture-là également. Je termine avec CSI Ruelle, tome 4. Hein, c'est une série de romans à gros caractères. Hein. Vous savez, dans le dernier podcast, dans l'épisode 5, je vous avais parlé des romans à gros caractères, mes collections chouchou dans les nouveautés en librairie, là, toujours. Ben, ça aurait dû en faire partie. Mais je n'avais pas terminé ma lecture à ce moment-là, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que ce sont 3 personnages féminins, 3 filles inspirantes qui ont à peu près 9 ans. C'est aux éditions de La Bagnole de la collection Je lis seule, c'est de André Archambault et Manuela Côté, et ça s'appelle Sur les traces de la louve.
Alors, CSI Ruelle, c'est 3 petites filles de 10 ans qui mènent des enquêtes, qui ont toujours une mission pour défendre leur ruelle adorée. La ruelle, c'est leur domaine, ça leur appartient. Alors, je vous le présente parce que très souvent, on veut des romans pour nos filles, nos garçons, puis on se dit, oui, mais tu sais, ma fille, elle a aimé tel roman, mais je trouve que les propos ou ce que les personnages vivent, elle n'est pas rendue là dans son développement. C'est plus des préadolescentes, des adolescentes, c'est tu sais, les balbutiements amoureux, ce genre de choses-là. Tu sais, le propos est peut-être un petit peu, peut-être des fois pas toujours approprié pour des enfants d'âge primaire, hein? Même s'ils aiment les lire quand même. Ben, CSI Ruelle, ce sont des enfants d'âge primaire qui sont rendus à ce même niveau de développement et qui vivent des expériences de cet âge, hein? Pas plus, pas moins, c'est pile à ce niveau-là. Alors, si vous cherchez quelque chose de captivant, mais qui ne fait pas trop préadolescent, adolescent dans les expériences vécues, CSI Ruelle, c'est pour vous. Alors, elle mène l'enquête. Souvent, en fait, les personnages s'appellent... je vais vous les nommer, c'est Stella, Indiana et Clémentine. Je raffole de leurs prénoms. Les illustrations sont attrayantes, c'est drôle, il y a des bulles de dialogue. Des fois aussi, on a une différence de police de caractère. On met l'accent sur certains mots pour créer une lecture dynamique, pour attirer l'attention du lecteur. Donc, tout ça, je vous en ai parlé dans l'autre podcast. Mais ici, dans cette aventure-là, elles reçoivent un appel anonyme, mais là, elles se disent, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide? Donc, ça va tourner autour de ça, cette aventure-là. Puis, au risque de me répéter, souvent, les aventures et les missions qu'elles vivent, c'est à saveur écologique, c'est dans la protection de l'environnement, des créatures, des êtres vivants aussi, des animaux. Alors, clairement que ça va plaire aux jeunes. C'est déjà terminé. Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Que vous soyez à l'écoute sur YouTube, sur Spotify, Apple, Google Podcast. Et je vous dis à la prochaine.